Le 27 août 1859 à Titusville en Pennsylvanie, pour la première fois au monde, du pétrole jaillissait d'un puits, foré à 20 mètres de profondeur par le colonel Erwin Drake, sur les bords de l'Oil Creek, une rivière polluée d'huile noire. On fore à présent à plus de 4000 mètres de fond. Et 125 ans après l'exploitation artisanale de Drake, l'industrie du pétrole est devenue la première industrie de l'univers. De l'équateur aux glaces polaires, on pompe, on traite, on transporte du pétrole. Les plus gros bateaux du monde sont des pétroliers. En 1900, l'or noir assurait moins de 4% des besoins mondiaux en énergie. Il couvre aujourd'hui 40% de ceux-ci. En dépit d'une régression de sa consommation, le monde brûle encore chaque année près de 3 milliards de tonnes de produits pétroliers, dont 8 compagnies à elles seules fournissent plus de la moitié. 8 des 10 entreprises les plus riches du globe sont des compagnies pétrolières et 4 sont américaines. Aux États-Unis, sur les 10 sociétés industrielles faisant le plus gros chiffre d'affaires, 7 sont des groupes pétroliers. Enfin, toutes catégories confondues, la société la plus puissante du monde est Exxon, avec un chiffre d'affaires de 108 milliards de dollars par an, 168 000 employés, dont 12 000 chercheurs, répartis dans plus de 500 filiales, elles-mêmes implantées dans 100 pays. En 1982, les bénéfices d'Exxon ont dépassé les 4 milliards de dollars. Si depuis 20 ans Rotterdam est le premier port du monde, c'est avant tout parce qu'il en est aussi le plus grand port pétrolier, avec la plus forte concentration mondiale de raffineries, d'usines pétrochimiques, de réservoirs de stockage. 142 millions de tonnes de pétrole y arrivent chaque année. Ces cuves géantes peuvent entreposer 33 millions de tonnes de produits pétroliers et ces raffineries traiter 100 millions de tonnes de brut. L'aventure commença aux États-Unis quand le financier Townsend lut un rapport publié en 1855 par Benjamin Silliman, professeur à Yale College, et qui prônait le pétrole pour remplacer l'huile de baleine. Celle-ci était jusque-là utilisée dans les lampes de mineurs et se faisait rare. Avec les commanditaires de Silliman, Townsend fonde alors une compagnie, la Seneca Oil, et engage Edwin Drake, un ancien conducteur de train, pour explorer les terrains qu'ils ont acquis à Titusville. Drake s'adjoint William Smith, dit Uncle Billy, forgeron et puisatier de génie. Celui-ci crée tout l'outillage nécessaire au forage, tubes, derricks et le trépan qu'actionne un moteur à vapeur. Mais les éboulements se succèdent. L'argent manque. La décision vient d'être prise de tout arrêter quand le 27 août 1859, le trépan plonge dans une crevasse. Dans la nuit, le pétrole jaillit. Drake a réussi. La nouvelle de la découverte de Drake déclenche une vraie ruée vers l'or noir. La vallée de l'Oil Creek se couvre de puits forés avec des moyennes fortunes. On stocke le pétrole dans des cuves de bois qui fuitent partout. Le gâchis est énorme. Drake a foré d'autres puits, mais son manque de sens commercial l'éliminera bientôt de la course. Sur les rives de l'Oil Creek et bientôt sur celles de l'Allegheny, des forêts de derrick remplacent les arbres. On achète à tout prix. Payé 25 000 $ en 1860,
une concession se revend 1,5 million 3 ans plus tard. Un an après Drake, déjà 74 puits crachent un flot d'or noir. Mais nul n'est capable d'en contrôler le débit. En 1864, leur production atteint 1 million de litres par jour. Les premières raffineries surgissent rudimentaires. Il y en a 15 fin 1860, 4 fois plus 3 ans plus tard. Faute d'organisation, le marché est chaotique. Coté $20 en 1860, le baril de 159 litres qui sert d'unité de mesure tombe à 10 cents l'année suivante. D'éphémères villes de bois poussent en quelques semaines. Oil City, Petroleum Center. En 5 ans, Titusville passe de 400 à 10 000 habitants. La plus étonnante de ces villes champignons est Pitt Hall. Elle surgit du néant en 1865. En 1866, elle compte 20 000 âmes, 50 hôtels, un opéra. En 1877, il n'en reste rien. Comme jadis dans l'Ouest, la vie est rude, violente. Ici, la loi c'est mon colt et la seule sentence, c'est la mort, clame Drake. Pour forer encore plus vite, le colonel Roberts invente en 1865 une torpille bourrée de nitroglycérine qu'on lâche dans le tube de forage. Explosante en fin de course, elle fissure les roches trop dures. Roberts fera fortune. Les foreurs trop pauvres versent directement la nitroglycérine dans leur tube. En heurtant le fond, elle éclate. Des voiturettes spéciales livrent à domicile le dangereux explosif. Mais il suffit d'un chaos trop rude pour pulvériser charrette, cheval et conducteur. Les catastrophes d'ailleurs sont monnaie courante. Inondations meurtrières dues à l'éventrement sans contrôle du relief, explosions, incendies gigantesques provoqués par l'emploi d'explosifs ou de moteurs à vapeur au milieu d'installations en bois imbibées de pétrole par des jaillissements non maîtrisés. La sécurité est nulle, les moyens de sauvetage dérisoires. Malgré les fluctuations et l'anarchie de ses prix, le pétrole compte ses premiers millionnaires en dollars dès 1865. L'un des plus pittoresques est le pseudo-colonel Carter, un simple tailleur que l'or noir a enrichi en quelques années. Depuis 2 ans, la voie ferrée relie Cleveland, capitale de l'or noir, au réseau de l'Est. Elle traverse toute la zone du pétrole et sur son tracé pousse les raffineries. Mais une rude concurrence menace ces wagons-citernes en bois. En 1865, Samuel Van Sickle construit le premier oléoduc du monde qui relie Pitt Hall au chemin de fer et débite 13 000 litres à l'heure. D'autres industriels l'imitent. Un réseau de pipeline couvre la région, se prolonge bientôt jusqu'aux raffineries, malgré les sabotages et les attaques des camionneurs menacés de chômage. C'est à cette époque qu'un commerçant de Cleveland, étriqué au moral comme au physique, John D. Rockefeller, commence à s'intéresser au pétrole. Il est né à Moravia, dans l'État de New York, en 1839. Son père, escroc, usurier, vendeur de potions magiques aux Indiens, est un calviniste rigoureux, bien qu'inculpé de viol et de bigamie. Il n'hésite pas à voler les économies de son propre fils et le maintient, comme sa nombreuse famille, sous une poigne de fer. Déjà, la sœur de John Rockefeller dit de lui « Quand il pleut du porridge, vous trouverez toujours son bol tourné du bon côté ». À 13 ans, il quitte l'école et débute comme livreur dans les rues de Cleveland avec une charrette à bras. Sa seule distraction est l'église. Sa vie durant, il fera don de 10% de ses gains aux œuvres pieuses. À 16 ans, il est comptable à $600 par an chez des courtiers en grains. Ses patrons lui refusant une augmentation, il emprunte $1000 et fonde sa propre affaire. Il s'occupait de négoces en général dans la région de Cleveland, en Ohio. Il vendait du blé. C'était un commerçant né. Il comprit vite ce qu'allait devenir le pétrole dans ce pays et dans le monde. Et il se lança dans la course avec une seule idée, contrôler tout ce qu'il pouvait. Avec 2 associés, Clark et Andrews, il ouvre une raffinerie, en rachète d'autres.
La guerre de sécession leur fait gagner beaucoup d'argent. Les fûts en bois coûtent cher. Rockefeller crée sa propre tonnellerie, économise ainsi $1,50 sur chaque tonneau. Mais il a contracté $100 000 de dettes. Affolé, Clark vend ses parts, Rockefeller les lui rachète aux enchères. Il emprunte encore et devient le plus gros raffineur de Cleveland. Les secteurs dont il voulait se rendre maître étaient le raffinage et la distribution. Pour y parvenir, il lui fallait d'abord prendre le contrôle du transport du pétrole des puits aux raffineries. Très tôt, il comprit que dominer les chemins de fer, c'était dominer la situation. Rockefeller s'associe avec Henry Flagler, très lié au chemin de fer. Contre garantie de louer 60 wagons-citernes chaque jour et de n'user d'aucun autre moyen de transport, Flagler obtient un tarif préférentiel secret, $1,30 le baril au lieu de $2. Le transport par train de son pétrole lui coûtait moitié moins cher qu'à ses rivaux. Rockefeller étendait son empire en cassant les prix pour écraser ses concurrents et les mettre à sa merci. Il ira même jusqu'à ruiner son propre frère Frank, coupable de s'être associé à un adversaire. Les chemins de fer aidaient ainsi efficacement Rockefeller à écraser ses concurrents, à les éliminer, à les acculer à la faillite, de telle sorte qu'ils pouvaient alors racheter à bas prix leurs entreprises. Il disait aux compagnies, « Je vous garantis un fret très important, mais je veux un tarif très bas. » Les chemins de fer acceptaient. Rockefeller leur ôtait tout souci de chercher eux-mêmes des chargements. En revanche, lui payait le transport de son pétrole beaucoup moins cher que ses concurrents. C'était un atout énorme pour lui. Il obtint même des avantages encore plus diaboliques. Non seulement lui payait moins cher, mais il persuada les chemins de fer de surtaxer les chargements des petits producteurs. Le 10 janvier 1870, 7 ans après ses débuts, Rockefeller fonde la Standard Oil Company, une société par action au capital d'$1 million dont il s'octroie 27% des parts. Rockefeller force alors les compagnies ferroviaires ruinées par une concurrence insensée à adhérer à un cartel clandestin des grands raffineurs qu'il contrôle. Il obtient d'elles d'énormes rabais occultes. Le scandale éclate, l'État dissout le cartel, impose l'égalité des tarifs. Trop tard, en 3 mois, Rockefeller a ruiné nombre de producteurs et mis la main sur 22 des 25 raffineries de Cleveland, le quart du potentiel américain. La Standard Oil Company ne s'intéressait pas seulement au raffinage ou au transport. C'était ce qu'on pourrait appeler une société intégrant toutes les phases de l'activité pétrolière, du producteur au consommateur. Dès 1865, Rockefeller a envoyé son frère William à New York pour y organiser les exportations vers l'étranger, ainsi qu'un réseau national de distribution. Les camions de la Standard Oil parcouraient le pays, vendant des produits pétroliers. Ça ne s'était jamais fait auparavant. Rockefeller créa ainsi un réseau dense qui écoulait son kérosène, son essence et le reste. Le pétrole sert alors uniquement à s'éclairer et à se chauffer. Son usage s'est universellement répandu, mais jusqu'à l'aube des années 1880, tout le pétrole consommé dans le monde est américain. En 1878, les raffineries américaines produisent annuellement 36 millions de tonnes, dont 33 viennent de la seule Standard Oil. Le pétrole navigue sur des voiliers, d'abord dans des fûts, puis dans des cuves. La Standard Oil est le fournisseur exclusif de l'Europe et de l'Asie. Dès 1875, ses agents sillonnent l'Extrême-Orient et notamment la Chine. Rockefeller fait distribuer gratuitement des centaines de milliers de lampes aux Chinois pour les pousser à acheter son pétrole. C'est ainsi que Rockefeller étrangla tous ses concurrents l'un après l'autre. Il ne s'attaquait pas seulement aux autres raffineurs, mais à tous ceux qui touchaient au pétrole en Amérique. Il ne les dupait même pas.
Il leur disait « Voici mes livres, je vous offre une participation dans ma société en échange de vos propres avoirs. Si vous êtes malin, vous sauterez sur mon offre. » Et curieusement, beaucoup acceptaient de bon gré et lui vendaient leur affaire à un prix intéressant. Ce sera le cas de John Archbold, un concurrent dont Rockefeller fera le président de la Standard Oil, et celui de Charles Pratt, un raffineur de New York qui deviendra administrateur de ces sociétés. Ces ralliements restent secrets. Les nouveaux partenaires de Rockefeller s'infiltrent chez l'adversaire pour mieux le torpiller. Puis, ils deviennent les administrateurs des sociétés qu'ils multiplient pour tourner les lois anti-cartel de certains États. Entre autres, la célèbre Standard Oil of New Jersey, créée en 1882. Entre-temps, dans les années 60, Demetrius Scofield a découvert du pétrole en Californie. Il fonde sa propre compagnie. D'autres indépendants l'imitent. Rockefeller les attaque sur leur terrain, y pratique un dumping effréné, acquiert d'énormes gisements situés sous Los Angeles. Scofield, finalement, lui cédera sa société. Et celle-ci deviendra la SoCal, la fameuse Standard Oil of California, joyau de l'empire Rockefeller. Tous ceux qui tentaient de rester indépendants, Rockefeller les éjectait du métier. Ils s'associaient avec d'autres grands producteurs. Le gros poisson a mangé ainsi tous les petits, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul poisson, le trust géant de la Standard Oil Corporation. En 1882, à New York, Rockefeller regroupe au sein du Standard Oil Trust les 40 sociétés qu'il contrôle. Il les dirige de ce bureau, 26 Broadway, avec 9 partenaires, tous milliardaires. Il était comme un horloger montant une machine pièce par pièce. Le Standard Oil Trust était en fait un holding. John Rockefeller fit de ses associés, ceux-là même qui contrôlaient son vaste réseau de filiales, les administrateurs de son trust et il leur distribua le pouvoir. C'était comme un gouvernement invisible. Ils opéraient dans tous les États, mais sans avoir à rendre le moindre compte ni à une région ni à une ville. C'est d'une ville russe moyenâgeuse et quasi inconnue sur les bords de la mer Caspienne, Bakou, que va surgir la première menace contre l'orgueilleux empire mondial de la Standard Oil. En 1870, des pionniers américains y ont pratiqué des sondages. À 35 mètres de fond, l'or noir jaillit. La région baigne dans le pétrole. Le tsar réquisitionne alors toutes les terres disponibles et les met aux enchères. Leur vente lui rapportera 6 millions de roubles or. L'exploitation commence intensivement. Le gâchis est dément. Des millions de tonnes de pétrole s'écoulent sur le sol ou se déversent dans la mer. D'effroyables incendies ravagent quotidiennement les gisements. Les premiers producteurs sont de riches Arméniens, des Tartares, des Caucasiens, qui gaspillent leurs fabuleux profits en palais et en fêtes. Le plus extravagant, le plus fastueux est l'Arménien Alexandre Mantatchev. L'or lui coule des doigts, rien n'est trop cher pour lui. Femmes, bijoux, palais, chevaux. Ces haras sont aussi célèbres que ces orgies crapuleuses qui durent des jours entiers. Face à cette richesse scandaleuse, les conditions de travail des ouvriers des puits, tartares ou géorgiens, sont inimaginables aujourd'hui. Beaucoup sont des serfs. Mais même les travailleurs libres, comme l'oncle de Staline ou le futur ministre soviétique Mikoyan, sont traités comme des bêtes de somme. Mal nourris, travaillant 16 heures par jour, ils sont en plus contraints de dépenser leur misérable salaire dans les magasins appartenant à leur employeur. Ils vivent dans la ville noire, un immense bidonville imbibé de pétrole proche des gisements. La misère, le manque de soins médicaux, la pollution, mais surtout l'alcool les tue comme des mouches. Parfois éclatent des émeutes que les Cosaques répriment sauvagement. Mantatchev lui-même n'échappe que de justesse à un de ces pogroms.
En 1885, il a formé à Bakou un jeune ingénieur arménien qui jouera un rôle capital dans la saga du pétrole, Calouste Gulbenkian. Dès l'origine, des Suédois, les frères Nobel, fils du célèbre inventeur, se sont intéressés au pétrole russe. Ils ont acquis d'énormes concessions à Bakou et créé sur place leur propre raffinerie. Leur gisement, où ils s'efforcent d'assurer à leurs ouvriers des conditions de vie acceptables, compte très vite parmi les plus prospères du Caucase. Dans leur raffinerie, ils traitent le brut qu'ils produisent ou achètent, mais aussi celui de tous leurs concurrents. Alfred, le chimiste de la famille, a en effet mis au point un procédé efficace pour débarrasser le pétrole russe de son soufre. Reste à acheminer leur production. En multipliant les pots de vin, les Nobel ont réussi à accaparer la totalité des wagons-citernes disponibles en Russie. Ils font alors construire un oléoduc qui relie Bakou au terminus de la voie ferrée où on charge le pétrole sur leur train. Après quoi, il est transporté par rail du Caucase à Riga sur la Baltique, puis de là jusqu'en Suède, à travers les 5000 km de l'immense empire russe. Vers la fin du siècle, deux des frères Rothschild de Paris débarquent au Caucase où ils ont, eux aussi, acquis des gisements. Pour briser le monopole des Nobel, ils financent la construction d'une voie ferrée reliant Bakou au port de Batoum sur la mer Noire. Leur brut y est chargé sur des pétroliers et transporté jusqu'à leur raffinerie de Trieste. Ce trajet raccourci, jamais bloqué par le terrible hiver russe, représente un tel gain de temps et d'argent que les Nobel eux-mêmes en seront réduits à l'utiliser en échange d'actions cédées aux Rothschild. Dès 1885, la Russie exporte annuellement vers l'Europe 10 millions de tonnes de pétrole qui concurrencent dangereusement celui de la Standard Oil. Mais les Rothschild lorgnent le marché asiatique, chasse gardée exclusive de Rockefeller. Leur agent à Londres y contacte les frères Marcus et Sam Samuel, deux richissimes importateurs de nacre qui affrètent régulièrement des navires pour l'Extrême-Orient. L'Angleterre victorienne, en effet, nourrit une passion pour les coquillages exotiques. En 1891, Marcus Samuel devient l'agent général de la Bitno, le consortium pétrolier des Rothschild en Russie. Désormais, les cargos des Samuel embarquent au passage du pétrole russe destiné à l'Asie où les deux frères contrôlent des dépôts et un réseau commercial. La même année, les Samuel mettent en chantier 9 vrais pétroliers. Et en 1892, l'un d'entre eux, le Murex, jaugeant 5010 tonnes, franchit le canal de Suez chargé de pétrole russe à destination du Japon. Pour la première fois dans l'histoire, un tanker transite par le canal. La Standard Oil a vainement remué ciel et terre pour lui en faire refuser l'autorisation. Comme emblème de leur flotte, les Samuel ont choisi le coquillage qui a fait leur fortune. Ainsi naît la Shell. Les Rothschild ne pouvant lui fournir tout le pétrole dont il a besoin, Marcus Samuel acquiert des concessions dans l'île de Bornéo. Il n'est pas le premier en Indonésie. 2 ans plus tôt, à Rotterdam, en Hollande, une petite société s'est créée pour la prospection et l'exploitation du pétrole sur la côte est de Sumatra. Elle deviendra un jour la puissante Royal Dutch Petroleum. Son fondateur, August Kessler, fait aussitôt entamer les forages. En 1892, après des débuts décevants, sous un climat terrible, le pétrole jaillit enfin. Kessler construit un pipeline et une raffinerie dont il écoule la production sur le marché asiatique, s'attirant lui aussi les foudres de la Standard Oil. En 1896, Kessler engage comme directeur des ventes un comptable de 30 ans qui travaille depuis 1888 dans une banque hollandaise d'Indonésie et va révéler un sens génial des affaires, Henri d'Eterding.
En 1900, miné par le climat et une série d'échecs, Kessler meurt. Il a confié la direction de sa société à Deterding. Les Rothschild, qui ont jaugé celui-ci, acquièrent 10% des parts de la Royal Dutch. Entre-temps, de son côté, Marcus Samuel a mis en production sa concession à Bornéo et bâti une raffinerie à Balikpapan. De plus en plus gêné par cette concurrence, Rockefeller lui fait une offre de rachat en 1897. Samuel la refuse. Il fonde la Shell Transport and Trading Company, dont il garde un tiers des parts. En 1902, la Shell possède une flotte de 30 pétroliers. Mais cette apparente prospérité masque de graves difficultés. En 1900, Samuel a passé contrat avec la Gulf au Texas qui s'engage à lui livrer annuellement 100 000 tonnes de pétrole pendant 20 ans au même prix. La Gulf ne peut tenir parole, le contrat est résilié. Pour Samuel, en train de disputer le marché allemand à Rockefeller et à Deterding, c'est un désastre. D'autant qu'il perd aussi beaucoup d'argent avec ses puits de Bornéo. Le pétrole qu'il en tire, trop chargé en soufre, est impropre à la fabrication du kérosène pour l'éclairage. En 1903, Samuel doit s'associer à l'Asiatic Petroleum, un réseau de distribution créé par Deterding et les Rothschild pour faire front sur le marché asiatique au dumping effréné de la Standard Oil, résolu à en évincer tous ses concurrents. Élu Lord Mayor de Londres, Marcus Samuel néglige de plus en plus ses propres affaires. La Shell perd le marché allemand. La Standard Oil durcit la lutte, inonde l'Asie et l'Europe de surplus américains bradés à vil prix. En 1906, Samuel tente de traiter avec Rockefeller. Ils ne peuvent s'entendre. Aux abois, l'ex-maire de Londres est forcé d'accepter les dures conditions de Deterding. Pour la pâter, celui-ci lui offre de lui racheter la moitié de ses parts, une demi-fois plus cher qu'elle ne cote en bourse. Mais il lui refuse tout délai de réflexion. Samuel se soumet. En 1907, les deux sociétés fusionnent sous le nom de Royal Dutch Shell Company. 40% des parts vont à Samuel et aux propriétaires anglais de l'ex-Shell, 60% la part du Lion, aux Hollandais de l'ex-Dutch et notamment à Arthur Kessler, fils de son fondateur. Les bilans de chaque société ont montré que la groupe Royal Dutch allait apporter à la combinaison 60% des bénéfices, le groupe Shell 40% des bénéfices. Deterding a dû demander la permission des Rothschild à Paris pour cette combinaison. Les Rothschild avaient 10% des titres Royal Dutch, mais ils ne voulaient pas être nommés. Après la fusion, Deterding s'ingénie aussitôt à imposer sa seule autorité au sein de la Royal Dutch Shell. Il a sûrement été le plus intelligent et le plus rusé de tous les magnats du pétrole. Il avait une connaissance des marchés mondiaux que Marcus Samuel ne possédait pas. Deterding va bientôt recueillir les fruits de sa géniale combinaison. L'année précédant la fusion, Marcus Samuel a acquis d'importants intérêts en Roumanie, où depuis des générations, les paysans de Ploesti extraient du pétrole artisanalement. Les premiers, les Allemands de la Deutsche Bank, vont entreprendre l'exploitation industrielle de ces gisements. En 2 ans, Deterding les supplante et fait de la Royal Dutch Shell le premier producteur roumain. Deterding projette alors de fonder avec la Deutsche Bank et les Rothschild la première multinationale du pétrole. Il rêve même d'y associer la Standard Oil. Un tel cartel dicterait ses lois sur le marché mondial du pétrole. Mais Rockefeller craint que cette entente où les Européens seraient majoritaires soit un cheval de Troie conçu par Deterding pour pénétrer sur ses propres chasses gardées. Non seulement il torpille le projet,
Mais partout, même en Hollande, fief de la Royal Dutch Shell, il déclenche de furieuses campagnes de presse et une impitoyable guerre des prix. Moins solides que la Shell, les Rothschild et la Deutsche Bank sont en situation critique. Cyniquement, Deterding profite de leurs difficultés pour accroître et consolider l'empire de la Shell. D'abord à Bornéo et sur tout le marché asiatique, où il rend coup pour coup à la Standard Oil. En 1911, Deterding attaque la Standard Oil sur son propre terrain. Il acquiert des gisements en Californie et en Oklahoma et un réseau de distribution aux États-Unis. La même année, les Rothschild lui cèdent leurs concessions en Russie. C'est vers 1900 que le vieil empire perse, alors en pleine décadence, entre à son tour dans l'histoire du pétrole. Depuis toujours, les voyageurs y signalent des régions où suinte le pétrole. La France avait eu la possibilité de s'intéresser au pétrole du Moyen-Orient, en l'espèce ceux de la Perse, en 1890, quand l'archéologue et géologue Jacques de Morgan avait découvert les pétroles des monts Zagros. À l'époque, son rapport présenté à l'école des mines n'avait eu aucun écho. L'un des personnages les plus étonnants des débuts de l'exploitation pétrolière au Moyen-Orient a été sans conteste l'Australien Knox D'Arcy. Il avait fait fortune dans les mines d'or en Australie. Il s'installa à Londres où il menait grand train, donnant des fêtes splendides, recevant l'héritier du trône et ses maîtresses, bref, un caractère. Il s'intéressa au Moyen-Orient sans avoir jamais touché lui-même à une goutte de pétrole. Knox D'Arcy décida de financer des recherches pétrolières parce que le général iranien Ketajib l'avait informé qu'il se croyait assez influent pour lui faire octroyer une concession par le Shah de Perse. En 1901, Knox D'Arcy obtient contre 200 000 francs or et une royalty de 16% le droit de prospecter toute la Perse. Il y expédie une équipe commandée par le géologue George Reynolds. Les recherches vont durer 6 ans. Il n'existe ni route, ni carte, ni moyen de transport. Le soleil est meurtrier. Les rares sources sont polluées. En outre, les prospecteurs sont en butte aux attaques des tribus Bakhtiar. Reynolds y met fin en engageant ses pillards comme escorte. On creuse inlassablement dans la région de Chiasourk. En juin 1903, le pétrole jaillit enfin. Mais le puits se tarit presque aussitôt. Reynolds s'obstine, en vain, tous les autres forages restent désespérément secs. Reynolds décide alors de prospecter la région de Chardin dans le sud-ouest. Toujours sans aucun résultat. Fin 1906, il émigre vers les collines de Maïdan-i-Naftun. D'Arcy avait englouti plus d'1 quart de million de livres pour tenter de trouver du pétrole en Perse. Il lui fallait de l'argent frais pour pouvoir continuer. Il sollicita les Rothschild, mais ceux-ci, déjà engagés ailleurs, ne s'intéressaient pas à la Perse. On pousse alors D'Arcy à s'associer avec la Burma Oil Company. En fait, celle-ci visait surtout à protéger ses propres intérêts aux Indes contre une concurrence éventuelle du pétrole perse. En Perse, toujours aucun résultat. Fin 1907, D'Arcy, ruiné, ordonne à Reynolds de tout stopper. Le géologue obtient d'achever le forage en cours. Et c'est le miracle, le pétrole jaillit à Masjid-i-Suleyman. Après 7 ans d'échecs répétés, Reynolds peut enfin envoyer à Knox D'Arcy un télégramme de victoire. Entre-temps, la naissance de l'automobile que le cirque Barnum exhibe comme une attraction rare a provoqué une révolution que mesurent quelques chiffres. Daimler invente le moteur à explosion en 1883.
10 ans plus tard, la France compte 200 voitures. 3 000 en 1900, 53 000 en 1910, 107 000 en 1914. Les courses d'auto deviennent des événements. Le raid Paris-New York de 1910 marque leur triomphe. Une autre révolution va encore élargir les perspectives que l'auto vient d'ouvrir au marché pétrolier. L'adoption du mazout comme combustible par la première flotte de guerre du monde, la Royal Navy. Jusque-là, toutes les marines militaires utilisaient le charbon. Son embarquement était le cauchemar des équipages. C'est l'amiral Fisher, nommé premier lord de l'amirauté en 1907, qui, malgré ses détracteurs, va imposer cette brutale reconversion, soutenue par un jeune ministre promis un prestigieux avenir, Winston Churchill. La transformation de la Navy débute en 1910, mais le problème de son approvisionnement en mazout se pose. La découverte de pétrole en Perse tombe à pic. Le gouvernement anglais pousse Darcy ruiné à fusionner avec la Burma Oil. Ainsi naît en 1909 l'Anglo-Persian Oil Company. Son président, Lord Strathcona, et son directeur, Lord Greenway, viennent tous deux du Foreign Office. Quant au pauvre Knox Darcy, il sera bientôt définitivement évincé. Société anglaise à 100%, l'Anglo-Persian reçoit mission de fournir la Navy en mazout. En cas de guerre, l'Angleterre ne veut pas que le ravitaillement de sa flotte puisse dépendre d'une compagnie étrangère, même partiellement comme la Shell. En mai 1914, devenu à son tour ministre de la Marine, Churchill fait acheter par l'amirauté pour 2 millions de livres 51% des parts de l'Anglo-Persian, dont elle prend ainsi le contrôle. Shell viewed with some alarm. Shell s'était déjà alarmé de la création de l'Anglo-Persian, la future BP. Elle a violemment réagi contre la prise de participation du gouvernement britannique dans cette société. Néanmoins, le raffinage des premiers produits pétroliers extraits en Perse, essence et kérosène, a fait l'objet d'un contrat entre l'ABP et la Shell. Churchill repoussera catégoriquement les offres que lui font Marcus Samuel et Deterding au nom de la Shell. Churchill a toujours craint que les intérêts de la Shell, société internationale, puissent être contraires à ceux du gouvernement britannique. La Shell pouvait décider d'augmenter ses prix à son gré. Elle aurait pu abuser de sa position pour vendre son pétrole à la Navy à des prix excessifs. Churchill voulait éviter cela. Il n'a jamais été question que l'amirauté britannique dépende exclusivement de la Perse pour son ravitaillement. Cette dépendance n'a jamais excédé 40% des besoins de la flotte. Pour le reste, celle-ci n'a jamais refusé d'acheter du mazout à la Shell ou à d'autres compagnies. Fisher était très conscient que s'il y avait une guerre avec l'Allemagne, il avait besoin également des pétroles de la groupe Royal Dutch parce qu'ils avaient des champs de pétrole partout. Début 1910, l'Anglo-Persian a entamé la construction d'un port pétrolier à Abadan sur le golfe Persique. Prévu pour évacuer 400 000 tonnes par an, il ne sera achevé qu'en 1913, mais la première cargaison quitte Abadan dès 1912. En même temps, un pipeline long de 200 km est mis en chantier pour relier les puits de Majid-i Sulaiman à Abadan. Pour acheminer jusqu'au gisement le ravitaillement et le matériel nécessaires, on percera des routes à coups de dynamite à travers les montagnes infestées de pillards. À l'aube de 1914, tout est achevé. La production des champs de pétrole perse atteint déjà 89 000 tonnes par an. À l'époque où Reynolds entamait ses forages en Perse, l'ex-amiral Colby, ambassadeur des États-Unis à Istanbul, découvrait les feux éternels brûlant dans la région de Kirkouk, aux confins orientaux de l'Empire ottoman.
D'importants bakshish lui font obtenir à titre personnel l'autorisation du sultan de chercher du pétrole sur tout le territoire turc. Or, dès 1903, l'empereur d'Allemagne Guillaume II s'est fait concéder la construction d'une voie ferrée baptisée Bagdad-Bahn qui reliera Berlin à Bassora à travers tout l'Empire ottoman. La Deutsche Bank financera les travaux. En contrepartie, elle exploitera tous les gisements pétroliers découverts sur le tracé du Bagdad-Bahn. Les Anglais s'inquiètent, cette pénétration allemande en Turquie menace la route des Indes. En 1909, le sultan Abdulhamid est renversé par le mouvement réformiste des jeunes Turcs. Incapable de rembourser les dettes de l'Empire, son successeur Mohamed V se voit forcé d'entériner le contrat passé avec la Deutsche Bank et s'apprête aussi à confirmer la concession de Kolbi. Les financiers anglais qui contrôlent la banque turque s'insurgent et confient leur défense à Calouste Gulbenkian. Gulbenkian, qui avait acquis une solide expérience en Russie, à Bakou, dans l'industrie pétrolière, était du fait de ses contacts arméniens très connus et très introduits en Turquie. Quand Anglais et Allemands s'affrontèrent à propos des gisements pétroliers qui pouvaient exister en Mésopotamie et sur le point de savoir qui allait les contrôler, Gulbenkian s'interposa et leur dit « Laissez-moi tenter de vous mettre d'accord ». Après avoir évincé Kolbi, l'Arménien convainc les banquiers anglais de créer avec les Allemands une société commune dont il s'octroie un gros paquet d'actions. Il en cède aussitôt les 2/3 à la chaîne. Fureur de Churchill. L'anglo-persian que contrôle le gouvernement britannique doit avoir sa part du gâteau. L'Angleterre exerce alors un tel chantage militaire et financier sur les Turcs qu'en mars 1914, l'anglo-persian entre dans le consortium qui va devenir la Turkish Petroleum Company. Banquiers anglais contrôlant la banque turque et anglo-persian y détiennent 50% des parts. La Deutsche Bank 25% et la Royal Dutch Shell 25%. Gulbenkian fait transférer à la Turkish Petroleum le droit d'exploiter tous les champs de pétrole que traversera le Bagdad-Bahn dans l'Empire ottoman. Pour prix de sa médiation, on rétrocédera à Gulbenkian 5% des parts de la Turkish Petroleum. Désormais, on ne nommera plus l'Arménien que Monsieur 5%. L'aube du XXe siècle voit se tarir le pétrole en Pennsylvanie. Titusville, dont la population s'était multipliée par 30, s'est vidée aux 3/4. Ses 20 000 habitants ont quitté Pitt Hall, devenue une ville fantôme. Il n'en restera rien en 1900. Les pionniers émigrent vers le sud et commencent à prospecter la côte texane. Le 10 janvier 1901, d'un puits foré à Spindletop par le capitaine Lucas, jaillit le plus haut jet de pétrole de l'histoire. Il produira 100 000 barils par jour. 50 000 prospecteurs s'abattent aussitôt sur la région. Les derricks y poussent si serrés qu'en 20 mois, le gisement de Spindletop sera mis à sec. C'est le banquier Andrew Mellon qui, avec ses frères et son neveu, a financé Lucas et son partenaire. Ensemble, ils fondent la Gulf qui deviendra l'une des 7 plus grosses compagnies mondiales. D'abord minoritaires, les Mellon sont bientôt maîtres de la société. Autre société qui fera partie des 7 grandes, la Texaco naît au Texas à la même époque. Son essor est fulgurant. Son fondateur, Joe Cullinam, un simple prospecteur, a débuté avec $50 000. À court d'argent, ses associés et lui font appel à des financiers comme John Gates et Walter Sharp, qui peu à peu les évincent et prennent la direction de la compagnie. 3 ans après ses débuts, Texaco produit 5% du pétrole américain, possède sa propre flotte et son réseau national de distribution.
À côté de ces géants prospèrent quelques magnats indépendants comme Henry Sinclair. En 1903, le pétrole jaillit en Oklahoma et en Louisiane. Son exploitation anarchique intensive crée d'énormes surplus. Seules les deux plus grosses compagnies mondiales, la Royal Dutch Shell et la Standard Oil, possèdent les réseaux internationaux de distribution capables de les écouler sur les marchés européens et asiatiques. Pour s'y supplanter mutuellement, elles multiplieront les coups bas et vont pratiquer un dumping forcené. En 1910, John Rockefeller et son fils règnent sur un empire qui pèse 660 millions de dollars or. Le Standard Oil Trust contrôle 70 sociétés, 100 pétroliers, 150 000 km d'oléoducs, traite 84% du brut aux États-Unis et raffine 35 000 barils d'essence par jour. Le Standard Oil Trust était devenu pour le public l'incarnation même du développement dévastateur, du capitalisme triomphant, dévorant, moralement injustifiable. Ce n'était plus qu'une machine à faire de plus en plus d'argent. Ses abus étaient scandaleux. Le Standard Oil Trust achetait les politiciens, entretenait des relations étroites et inacceptables avec le président McKinley, dont l'administration était à ses ordres. On disait que le gang de la Standard Oil contrôlait cette administration, la soudoyait. L'opinion commença à considérer le trust comme un chancre, un cancer qui infectait tout le gouvernement américain. Jamais on n'avait vu une telle accumulation de pouvoir et d'argent dans ce pays, ni même dans le monde. Depuis le début du XXe siècle, une vive réaction s'était amorcée en Amérique contre la puissance croissante des trusts. Rockefeller était l'homme le plus riche d'Amérique. Le monopole qu'il détenait sur le pétrole était devenu un vrai problème politique. Trop de gens en dépendaient. Dès lors, les politiciens furent forcés de le briser. Le 15 mai 1911, au terme de 20 procès qui ont duré 7 ans, la Cour suprême des États-Unis décrète la dissolution du Standard Oil Trust. Il éclate en 34 sociétés. Le Standard Oil Trust a été fractionné en plusieurs groupes, mais ceux-ci ont continué à opérer ensemble. Leurs gros actionnaires étaient les mêmes, et ils gardaient les mêmes intérêts. Bien des gens ont prétendu que la puissance de l'ensemble est restée aussi grande après qu'avant la dissolution. L'empire de la Standard Oil s'est parfaitement maintenu. En fait, il est resté intact. Les hommes qui avaient dirigé le trust sont devenus les administrateurs des sociétés nées de sa dissolution. Tous ceux qui détenaient le capital du trust ont reçu une part égale de la propriété des nouvelles compagnies. John Rockefeller a été le plus gros bénéficiaire de la dissolution. Dans la semaine qui a suivi, les actions de chacune des sociétés entre lesquelles le trust était divisé ont grimpé astronomiquement. Rockefeller a personnellement empoché près de 100 millions de dollars. Officiellement, il a cessé toute activité. Il se contente d'encaisser de fabuleux dividendes. Il a été le premier homme au monde à posséder 1 milliard de dollars. Il vit retiré dans ses luxueuses propriétés, s'occupant d'œuvres philanthropiques auxquelles il continue à consacrer 10% de ses revenus. Cet impitoyable rapace, qui s'est transformé en débonnaire grand-papa gâteau, vivra paisiblement jusqu'à 98 ans. Comme jadis les pyramides élevées à la gloire des pharaons, le gigantesque Rockefeller Center, érigé au cœur de Manhattan, demeure l'orgueilleux symbole de l'empire bâti par le petit comptable John D. Rockefeller. Aujourd'hui, bien qu'il garde de fructueux intérêts dans le pétrole, le clan Rockefeller a beaucoup diversifié ses activités, notamment dans la banque et la haute politique. Malgré le temps écoulé et bien qu'on ait oublié son rôle dans la Standard Oil, le nom de Rockefeller incarne encore aujourd'hui ce qu'il y eut de pire dans la vie américaine.
Si le Moyen-Orient possédait ces feux éternels, révélant la présence de l'or noir, certaines régions côtières du Mexique abondaient en chapopoteras, ces mares boueuses à la surface desquelles crèvent des bulles de gaz et de pétrole. Des compagnies mexicaines se créèrent pour prospecter la région de Tampico, les plus anciennes dès 1870. Elles périclitèrent faute de débouchés. Vingt ans plus tard, un cheminot américain, Edward Doheny, associé à un épicier Canfield, entame des forages en Basse-Californie. Au bout de 2 ans, ils trouvent un gisement. Tous deux deviennent milliardaires. En 1900, on leur signale à Ébano, près de Tampico, des terres trop huileuses, même pour l'élevage. Pour 300 000 $, Doheny en achète 90 000 hectares. Longtemps, il fore en vain. Mais en avril 1903, pour la première fois au Mexique, du pétrole jaillit de ce puits du Cerro de la Pez. Il donnera 1500 barils jour durant 22 ans. Toute la région se creuse de forages, beaucoup encore en activité aujourd'hui. Doheny, qui a constitué une Mexican Oil Company, bâtit la première raffinerie mexicaine, des cuves de stockage, tout un village autour de l'église qu'a réclamé son épouse. Les vieux bâtiments du centre d'exploitation sont encore en service. En 1907, la société de Doheny devient la Huasteca Petroleum Company. Le dictateur Porfirio Díaz gouverne alors le Mexique qu'il rêve de moderniser. Porfirio Díaz atrajo capitales. Porfirio Díaz, pour attirer les capitaux étrangers, avait édicté une série de lois accordant des exemptions fiscales et de grandes facilités d'importer du matériel. Porfirio Díaz avait assujetti les pétroliers à un simple droit de timbre qui ne rapportait rien au gouvernement mexicain. Ceci pour aider au développement de l'industrie. Doheny en profite pour prospecter et acquérir de nouveaux gisements. Ils se révéleront fabuleux. Un ingénieur anglais, Woodman Pearson, chargé de la construction d'une voie ferrée à travers le Mexique, va lui aussi profiter des conditions exceptionnelles consenties par Díaz aux compagnies étrangères. Informé des succès obtenus par Doheny à Ébano, Pearson rentre en Angleterre, y collecte des capitaux et revient au Mexique où il se lance à son tour dans la prospection pétrolière de la zone de Huasteca. Le résultat dépasse toutes ses espérances. Pearson multiplie les centres d'exploitation, les raffineries, les dépôts, construit des quais d'embarquement. En 1907, sa compagnie, l'Aguila Petroleum, est la plus puissante du Mexique grâce à la protection de Díaz. Porfirio Díaz privilégiait l'Aguila parce qu'un de ses fils était au service de Pearson. Dans les zones pétrolières, la propriété du sol était mal établie. Depuis la nuit des temps, elle se transmettait de père en fils sans qu'aucun titre juridique l'établisse indiscutablement. L'arrivée des compagnies provoqua une régularisation de la propriété, en leur seule faveur évidemment, dès qu'elles convoitaient un terrain. Certaines compagnies recrutent même des tueurs. Les propriétaires qui refusent de céder leurs terres sont abattus. L'empreinte de leur pouce est alors apposée en guise de signature au bas d'un faux acte de vente en faveur de la compagnie. Le personnel étranger de ces sociétés menait une vie fastueuse comparée aux conditions de vie misérables des Mexicains, astreints en outre à maintes restrictions. Américains et Anglais pratiquaient une sorte d'apartheid vis-à-vis de leurs ouvriers mexicains d'humble origine, attitude qui révoltait ceux-ci. L'Amérique du Nord étranglait littéralement le Mexique et l'Amérique hispanique pour leur imposer ses exigences économiques. À partir de 1900, elle y exerça un véritable impérialisme économique.
La sécurité dans les exploitations est inexistante. Explosions et incendies de puits y sont fréquents et souvent meurtriers, sans que les victimes puissent espérer la moindre indemnisation. Non seulement les compagnies pétrolières ne paient aucun impôt, mais elles fixent à leur gré salaire et conditions de travail. La plus effroyable catastrophe de l'histoire du pétrole se produira près de Tampico, dans un gisement de l'Aguila. Dans la nuit du 4 juillet 1908, le puits de Dos Bocas explose. On ne saura jamais pourquoi. La colonne de feu qui gicle du cratère, profond de 100 mètres, monte à 500 mètres de haut. Elle brûlera 59 jours. 2,5 milliards de litres de pétrole partiront en fumée et jamais on ne pourra dénombrer les morts. Les traces de ce cataclysme se lisent encore sur le sol vitrifié de Dos Bocas. Une autre explosion saluera un peu plus tard l'entrée en activité du puits numéro 4 foré à Cerro Azul par la Huasteca de Doheny. Tubes de forage et trépans sont catapultés à 300 mètres. Le pétrole jaillit à 200 mètres de haut, retombe en pluie à 3 km à la ronde. En 4 jours, son débit atteindra 261 000 barils par jour. Le Cerro Azul numéro 4 est le plus vieux puits du monde encore en activité. Il a produit plus de 4 milliards de barils depuis l'origine. Au début du XXe siècle, les Américains commencèrent à critiquer violemment Porfirio Diaz. Ils n'appréciaient pas sa politique protectionniste vis-à-vis des États-Unis, alors qu'il pratiquait le libre-échangisme avec l'Europe. Quand Diaz, en 1909, truque les élections pour se faire réélire, les Américains soutiennent l'insurrection que déclenche Francisco Madero, avocat libéral et grand propriétaire. Après un an de combat, la révolution triomphe, renverse Diaz, porte Madero à la présidence du Mexique. Sous la pression populaire, Madero institue pour la première fois une taxe sur le pétrole, dérisoire, 1 centime par litre exporté. Il s'attire la colère des compagnies étrangères. Lâché par les États-Unis, Madero est renversé et assassiné en 1913 par son chef d'état-major, le général Huerta, qui prend sa place. 18 mois plus tard, Huerta est chassé à son tour. Le Mexique sombre dans une guerre civile qui épargnera toutefois les exploitations pétrolières. Mais un cataclysme autrement grave menace l'Europe en ce mois de juillet 14. C'est au bouleversement qui l'amènera dans l'histoire du pétrole que sera consacrée notre prochaine émission.